Sinon, je vous donne Je celui-là. n'entends pas du tout. Eh ben, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Bernard et les amis du musée de l'imprimerie pour cette invitation. Donc effectivement, j'arrive un peu tremblant avec une casquette un peu bizarre, un graphiste qui joue un peu les historiens du dimanche. Et dès le début, c'est un peu glissant parce que cette notion de renaissance, on l'a entendu dans les mots de Bernard, elle n'est pas facile à cerner. On se dit, ouais, est-ce que vraiment ça existe la renaissance? Est-ce que ça commence à un moment? Et là, on va être un peu à cheval sur la Renaissance et la fin du Moyen Âge. Peut-être même que voilà, à un moment, on va se rendre compte que la Renaissance n'a jamais existé. Et là, on va se demander de quoi je suis venu parler. Et donc, pour commencer, j'avais envie de vous raconter un peu mon projet, ce fameux projet iconographique, et notamment à travers les mots. On va beaucoup parler de mots, on va beaucoup parler de lettres. Et en fait, moi, j'ai commencé comme ça. À force de lire des historiens X et Y, je me suis rendu compte que, la part du temps, les analyses d'œuvres, ça commençait par la description, et j'en suis encore à cette étape de mon analyse 10 ans plus tard. Je continue d'écrire, je décris énormément de choses et puis on verra si ça me mène quelque part. Donc là, je ne sais pas si vous l'avez identifié derrière cet amalgame de lettres pas forcément hyper claires. Qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit la mélancolie de Dürer, en fait, les différentes pièces détachées qui feraient cette image. Alors évidemment, on voit aussi peut-être la limite des lettres, la limite des mots. Est-ce que vraiment là, avec ces petites choses descriptives, on a la même puissance que la mélancolie de Dürer? Probablement pas. On peut s'imaginer plein d'autres choses. Mais en tout cas, ça nous aide peut-être à tracer un périmètre, à voir ce qui se passe dans ce rectangle gravé par Albrecht Dürer en 1514 et de petit à petit reconnaître les choses. Et très souvent, quand même, les historiens que je lisais, Erwin Panofsky en tête, eh ben, ils cherchent des équivalents. Ils cherchent des cousins, des voisins. Ils se disent est-ce qu'on a déjà vu des polyèdres dans des images? Est-ce qu'on a déjà vu d'autres compas? Et donc, de là est parti un jeu de pistes, hein, forcément. Essayer de trouver pour chaque objet que je voyais un petit équivalent, essayer de m'aventurer un peu dans la mélancolie de Dürer. Mais forcément, on se heurte vite à un nouveau problème, c'est que si on trouve une œuvre avec un compas, peut-être que dedans il y aura aussi un arc-en-ciel. Alors là, il va falloir trouver une œuvre avec un arc-en-ciel, sinon on va peut-être pas bien pouvoir comprendre l'œuvre avec un compas. Et là, vous voyez vite la terrible pente que j'ai empruntée et qui m'a emmené à donc faire ce site que j'ai appelé lamusée.fr pour montrer que tout ça était quand même pas bien sérieux. Et l'avantage de Internet, c'est que les accents sautent, donc ça devient aussi peut-être la muse, on ne sait jamais, une source d'inspiration pour qui voudrait s'en saisir. Et sur ce site, chaque jour, je vais nommer ce que je vois, hein. C'est assez simple finalement. Je vais vous en faire une petite démonstration si les dieux d'Internet sont cléments avec moi. Je vais peut-être dézoomer un chouïa pour vous montrer ça. Donc là, on reconnaît toujours la mélancolie de Dürer. Et vous voyez, je peux en fait cliquer sur ce qui m'intéresse. Donc je ne sais pas, déjà je pourrais presque vous poser la question, qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? Est-ce que vous voulez voir des chiens, des polyèdres, des sphères? Bon, on peut tenter. Allez, les polyèdres, c'est intriguant. On va voir où ça nous mène. En suspense, est-ce que le site fonctionne bien? Oui. Et donc là, on découvre un nouveau polyèdre et on n'est pas arrivé au bout de nos histoires. Et donc on peut continuer à chercher ce qui se cache derrière les polyèdres et voir si ça nous mène quelque part ou pas. Donc là, on retrouve un drôle de bonhomme à côté d'un coq. On ne sait pas exactement où on est, donc on peut avoir quelques petites infos. On se dit, ah, c'est Diogène. Donc Diogène aussi tripote des polyèdres. Et petit à petit, on peut partir en enquête, on peut surtout se perdre, hein. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on s'égare un petit peu. Et j'aime bien rester à cette surface-là. En tout cas, dans mon travail sur la musée, c'est ce que je fais, c'est-à-dire d'être beaucoup dans la description, la navigation, et pas forcément d'aller hyper loin dans les interprétations. Ce travail-là, il s'effectue peut-être plus sur les réseaux sociaux. C'est à cette occasion-là que j'ai pu croiser plein de gens. Ah, on a des petites incitations là samedi. Et si tu allais cliquer sur ce pénis, bah oui, c'est vrai que Diogène, par un curieux mouvement de jambes, il nous offre aussi une partie de son anatomie. Alors est-ce que formellement ça répond au coq? Est-ce que je vais me partir tout de suite dans ces considérations? Sûrement pas. On va vite retrouver notre slide un peu confortable. Et peut-être, si vous êtes pas sage, peut-être qu'à la fin, on fera une petite balade sur la musée et je vous dirai ce qui me passe par la tête et on cliquera sur ce qu'on veut. Mais voilà, pour vous donner un petit aperçu, à force des années, je mets un tableau, une œuvre, une image. Ça peut être une gravure, ça peut être un dessin en ligne chaque jour. Depuis un peu trop longtemps, j'en suis à 2500 œuvres. Ça fait plus de 1700 types de détails. Donc là, vous avez juste un petit aperçu, puis c'est bien, on travaille, c'est comme une visite chez l'ophtalmo, là je vous fais un peu bosser, hein. Est-ce qu'on arrive à voir les chaperons de femmes, les chars tirés par les boucs, les chaussures en paille, les chevaux qui nagent, les chevaux qui paniquent, les diadèmes, les diamants, les arbres sur des rochers? En fait, rien que ça, moi,
moi j'aime bien, ça fait un espèce de petit poème bizarre, on ne sait pas trop. Il y a des angelots qui se disputent, des angelots qui portent des plantes, des constructions, des contorsions, des codes de mailles. Et si je faisais une conférence entière à vous lire ça, plutôt, ça pourrait être bien. Est-ce que je peux tenir 1 heure à vous parler de chute d'eau, de cibles, de ciboires? Bref, j'adore me perdre dans tout ça. Et puis, on se retrouve, on tombe sur des œuvres. D'un coup, on croise voilà, un artiste qui nous plaît. Et c'est ce qui est arrivé avec ce bonhomme qu'on a appelé autrefois le maître de 1466. Aujourd'hui, on l'appelle le maître ES. On ne sait pas qui c'est. Hein. C'est toujours la joie des artistes de cette époque. Là, on est même avant les grands graveurs sur cuivre. C'est un des pionniers de la gravure sur cuivre. Et on pourrait même fantasmer, se dire, si ça se trouve, c'était peut-être même une femme. Mais connaissant la sociologie de l'époque, il y a malheureusement moins de chances que ce soit une femme qu'un homme. Mais voilà, il y a quelqu'un, un jour, dans le Bas-Rhin, probablement un orfèvre qui a bricolé avec des poinçons, qui faisait des trucs, qui s'est mis à faire de la gravure et qui a même eu l'outrecuidance, à l'époque c'était quand même assez neuf, de signer de temps en temps avec ce fameux E et ce fameux S. Je ne sais pas si vous les voyez. Allez, j'ai récupéré un petit laser, je vais l'utiliser. Hein. Voilà, ici on a le E, ici on a le S, et je ne me rendais pas compte que ma main tremblait à ce point. Et ici on a la date aussi, le fameux 1466 qu'on retrouve pas mal. Donc c'est toujours une grande joie de découvrir un nouvel artiste avec ses singularités, d'explorer un peu son œuvre. Tout de suite, moi évidemment, je vais bloquer sur des détails. Évidemment, il y a un homme avec une flèche dans la bouche. Quelle joie, parce que j'en avais déjà 2, donc je suis très heureux d'augmenter ma collection de gens avec des flèches dans la bouche. Voilà le genre de pente à nouveau qui s'annonce à nous. En plus, ça me rappelle les gens qui ont des fouets dans la bouche. Ça, il y en a quelques-uns, dans des flagellations du Christ notamment. Et c'est amusant parce qu'en fait, c'est quelque chose de très canin comme gestuel. C'est les chiens qui ont des trucs dans leur bouche. Et si vous regardez bien dans les flagellations, il y a plein de comportements des vilains flagellateurs du Christ qui sont canins en fait. Parfois, ils sont à 4 pattes, parfois, ils tirent la langue. Et le fait qu'ils aient un truc dans la bouche, pour l'homme du Moyen-Âge, / de la Renaissance, c'est évident qu'il y a un lien. On se dit, ah, ça, c'est quelqu'un d'un peu canin. Et on voit que nos amis les chiens n'étaient pas forcément aussi appréciés qu'aujourd'hui à l'époque. Mais je reste sur les rails. Qu'est-ce qui nous intéresse avec le maître S? C'est que je tombe sur cette image, et puis celle-ci. Et en fait, le premier malheur peut-être de cette conférence, c'est son titre, parce que peut-être que le premier bonheur de ces images, c'est de ne pas vraiment les voir. C'est de voir d'abord une femme qui tient un griffoir, des gens qui se battent, un personnage qui vole. J'ai l'impression que dans la manière dont il les a conçues, ces images, et on va voir que c'est assez mystérieux de se demander quels étaient exactement leurs usages, comment elles ont circulé. Mais en tout cas, il y a un premier mystère que nous, on a flingué dès le titre de la conférence, c'est qu'on ne devrait pas voir les lettres de l'alphabet. Et l'avantage, c'est que nous, païens de 2024, peut-être qu'on ne les voit pas si bien que ça, les lettres. On a un avantage, c'est que finalement, ces lettres gothiques, elles ne nous sont pas très familières. Mais voilà, on a un peu grillé cet effet de découverte. Normalement, on devrait se perdre un peu dans cette image, et à un moment, elle se lève parce qu'on se dit, c'est un B, c'est un Q, c'est un C. Et tout de suite apparaît autre chose, mais en même temps, c'est là que les ennuis commencent, parce que qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on se demande? Comment on analyse une image quand en même temps c'est une lettre? Parce qu'on peut se dire, si le bonhomme il a sa main ici, c'est peut-être pas pour des raisons de sens, c'est peut-être juste pour faire la hampe de la lettre. Donc on va voir que je vais sans cesse naviguer en eau trouble, et voilà, on pourra sans cesse remettre en question mes interprétations en se disant que peut-être qu'il a juste fait ça pour que le C ressemble à un C. Mais en tout cas, voilà, on tombe sur ces petites lettres. Et on remarque aussi, ça c'est un petit détail, mais tous les détails ont leur importance, puis puisqu'on parle de lettres, là vous remarquez qu'il y a une petite signature aussi. Allez, je veux rejouer avec le laser. Voilà, ici, ici, et là. Et peut-être que les plus affûtés se diront, mais oui, mais c'est la signature de Martin Schongauer, Raoul, tout le monde le sait. C'est vrai. C'est vrai que ce petit M plus S, c'est la signature de Martin Schongauer. Donc peut-être que, voilà, en plus, c'est même pas, non seulement on a grillé que c'était un alphabet, mais en plus on a dit que c'était l'alphabet du maître S. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Martin Schongauer, donc grand graveur, Durer a rêvé de le rencontrer, puis quand il est arrivé, je crois que c'était à Colmar, au village de Schongauer, Schongauer venait de mourir, donc pas de chance. Mais le plus connu, c'est cette image, la tentation de Saint-Antoine, qui a été recopiée a priori par Michel-Ange quand il avait 14 ans, ce qui nous raconte à quel point cette image a pu circuler, et qui aujourd'hui se vend pour la modique somme de 100 000 dollars. Voilà, si jamais vous avez ça dans votre grenier, cool. Alors pourquoi d'un coup il y a la signature de Martin Schongauer? Simplement parce que ça vaut cher du Schongauer. Donc il y a un collectionneur un jour dans l'histoire, à un moment donné, qui s'est dit elles sont bien ces petites lettres, on ne sait pas trop qui les a faites.
Allez, je vais poinçonner un petit M plus S. Et puis bah voilà, c'est devenu une partie de l'histoire de ces gravures, de ces petites feuilles qui se baladent. Puisque pour être un peu descriptif, pour être un peu quand même historien du dimanche, il y a quand même historien dedans, qu'est-ce que c'est que ces images? Où est-ce qu'on les trouve? Bah, c'est des feuilles qui se baladent, il y en a 23. 23 lettres. Alors est-ce qu'elles étaient vendues ensemble ou séparément? En tout cas, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul musée qui peut se targuer de toutes les avoir. C'est le musée d'art graphique de Munich, si je ne dis pas de bêtises. Sinon, bah, on en trouvera à droite à gauche. Voilà, le Rijksmuseum a un petit C qui se balade. L'Albertina, on a une belle collection. Le British Museum aussi en a pas mal. Donc c'est à ce jeu-là que je me suis risqué, hein, essayer de retrouver toutes ces lettres, une après une, essayer de refaire un peu cet alphabet. Et ça nous donne quoi? Bah, ça nous donne, si on veut faire un petit effet appréciable, un effet d'ensemble, on fait ça. Mais encore une fois, je me demande si c'est pas passé un peu à côté de la beauté de ces lettres, de juste les montrer comme ça. C'est très 21e siècle, ça saute au visage, ça fait son effet, alors que moi, ma grande frustration, mais peut-être aussi mon bonheur avec ces artistes de la fin du Moyen-Âge, de la Renaissance, c'est qu'ils nous font pas d'effets impressionnants. Ils choisissent rarement le moment de l'explosion de Sodome et Gomorre. Souvent, ça se passe dans le fond, c'est plus anecdotique et ils mettent en avant des choses qu'on n'attend pas. Ils nous déplacent un petit peu. Et donc là aussi, j'ai essayé de ranger un peu, d'une certaine manière. C'est très inspiré du travail d'un chercheur qui s'appelle Alexander Wurst, qui a fait un mémoire sur cet alphabet en allemand. Et donc, voilà, suivant sa typologie et mes propres réflexions, j'ai essayé de ranger un peu ces lettres. On va essayer de les traverser en espérant que ce ne soit pas trop laborieux, de voir un peu ce qui se raconte dedans. Mais peut-être pour revenir un peu sur ce qu'on voit et ce qu'on oublie de voir, moi j'aime bien pour parler aussi de l'effet que peuvent nous faire ces lettres, parler de... Tiens, ça c'est le Z. Ah, il est dur à voir le Z. Mais de ce sentiment que les typographes connaissent, je crois qu'il y en a quelques-uns dans la salle, mais pas que, on l'a tous vécu. Quand on met en page, en texte, ou même parfois quand on écrit un mot, on a l'impression que ce mot il n'existe plus. D'un coup, on voit le mot jardin, on voit le mot rivière, et on l'a tellement regardé qu'on est saisi d'un doute un peu métaphysique. On se dit, mais vraiment, ces petites formes ensemble qui s'assemblent, là, ce V à côté d'un I, ça existe vraiment? Et le typographe peut ressentir ce vertige à l'échelle d'une lettre. Il peut voir une lettre et l'avoir regardée tellement longtemps, son G, qu'il se demande si c'est vraiment un G, il se demande ce qu'il est en train de voir. Et peut-être que l'alphabet du maître S, il nous met un peu dans une position inverse. On voit des choses, on voit des lettres, peut-être qu'on voit ce qui est vraiment derrière la lettre, hein. C'est une des manières dont on peut poétiser tout ça, le fantasmer. Mais les lettrines, l'univers des lettrines, évidemment, le maître S y pense, on peut l'imaginer, il y a plein de références aux lettrines dans son travail. Il nous amène à faire ça, à jouer un peu autrement avec cet objet qu'est la lettre, et qu'aujourd'hui on voudrait un peu neutre, un peu poli, un peu bien rangé des voitures. Mais on y reviendra. Je vous en parlerai quand je parlerai du petit ouvrage que j'ai fait sur cet alphabet. Mais on va s'y plonger un peu dans ces lettres, on va voir un peu ce qui s'y cache. Alors, pareil, le petit détour historique de rigueur, rien ne s'invente, et encore moins à la Renaissance ou à la fin du Moyen-Âge. On emprunte tout le temps et sans vergogne, on emprunte des signatures, mais parfois aussi des designs. Donc là, je ne peux pas parler de l'alphabet du maître S sans mentionner le fait qu'il est grandement inspiré du model book, d'un dessin d'esquisse d'un certain De Gracy, hein, son nom a sauté d'ailleurs. Je lui ai même piqué son nom, le malheureux. Et on verra que, voilà, typiquement, là, le K, qui est une des lettres les plus merveilleuses, je trouve, de l'alphabet du maître S, mais ça, c'est très subjectif, eh ben, il existe déjà chez De Gracy. On voit à la fois les ressemblances, les dissemblances, mais ça fait partie des références importantes de ces petits feuillets qui se baladent. Et d'autres plus mystérieux, comme ce livre d'heures assez fameux, qui date à peu près de la même époque, hein. Tout ça, vous avez vu, c'est des datations floues. Le maître de 1466 aurait fait l'alphabet du maître S entre 1450 et 1467. Donc, est-ce qu'il s'est inspiré de cette page d'enluminure, ou est-ce que plutôt cette page d'enluminure se serait inspirée de lui? En tout cas, le fait est indéniable. Là, on retrouve le A qui a servi à illustrer cette conférence. On voit que c'est inspiré. Donc, première piste, on peut se dire, si ça se trouve, hein, ces lettres, c'était des modèles d'inspiration qui se baladaient, hein. On en a vu beaucoup, des feuilles à la Renaissance, à la fin du Moyen-Âge, qui ont circulé, dont les gens se sont inspirés. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de ça, hein. Peut-être que c'était juste des genres de modélos. Allez, t'es un enlumineur, et ben le maître S, il te fournit des lettres à foison pour jouer avec. Pourquoi pas? Mais encore une fois, on reste dans l'expectative. Tant mieux, ça nous laisse autant d'espace pour interpréter et éventuellement délirer. Donc une des premières choses qui apparaît évidente dans l'univers du maître S, univers, donc j'ai essayé de vous le dire, je vais le redire, qui est à cheval, hein. Le maître S, il est très connecté encore à la fin du Moyen-Âge, à l'enluminure, à tout cet imaginaire-là, à celui des
des cathédrales et des devants de cathédrales, et en même temps il est déjà dans la Renaissance, peut-être à commencer par sa capacité à observer le monde, à le dépeindre, à le décrire. C'est un des premiers marqueurs des artistes de la Renaissance, c'est qu'ils sont plus que dans la recopie, ils sont aussi à regarder ce qui se passe et à le dépeindre surtout. Et donc un élément qu'on croise abondamment, c'est l'animal. Donc voilà, qu'il soit docile ou sauvage, on va voir comment on navigue entre ces animaux. Moi, peut-être ma lettre préférée en la matière, et peut-être tout simplement, mais en même temps, j'ai déjà dit que j'aimais beaucoup le cas, donc il va falloir que je tranche un moment. C'est le i, là, il est assez merveilleux, ce i, avec ces espèces d'enroulements un peu douteux. Là, on se demande un peu ce qui se passe entre ces animaux. Pierre-Olivier Dittmar, qui m'a accompagné un peu dans ce travail, qui est lui un vrai historien, vrai de vrai, il a tout de suite pensé aux chapiteaux de cathédrale, à ces espèces d'assemblages d'animaux qu'on croise voilà, sur les livres de Pierre, comme les appelait Victor Hugo. Et en même temps, voilà, on fait quand même une lettre. Donc là aussi, on peut se demander si cet assemblage, il n'a pas que pour but final de produire une lettre. On reste un peu dans l'expectative. Mais en tout cas, c'est assez. Enfin, moi, je trouve ça assez bluffant, juste en termes de dessin, de rencontres, d'animaux qui se dévorent, qui se touchent simplement. Il y a quelque chose d'assez fascinant. Donc voilà, on va avoir différentes variations. Donc le I, ici on est sur le O avec à nouveau ces jeux, on est entre la dévoration, la séduction, ce serait un léopard. Alors là on peut douter, hein, est-ce que le maître S avait vraiment vu un léopard? Là peut-être que l'observation du réel, on peut la mettre en question. En même temps, c'est sa licence poétique, il a le droit. Si lui il voit les léopards comme ça, peut-être qu'il a vu un léopard très vite qui courait et qu'il n'a pas eu le temps de choper tous les détails. Mais quand même on l'aime bien ce léopard. Et voilà, ça mord, hein, ça mord la queue. Ça s'emboîte curieusement, là, le cerf et peut-être sa femelle. Donc il y a déjà des enjeux presque peut-être de dévoration, de séduction. Pierre-Olivier Dittmar a lui utilisé la formule de continuité du vivant, qui questionne beaucoup l'homme de la fin du Moyen Âge. Puis bon, parfois c'est carrément plus inquiétant. Hein. Là, on peut remarquer, parce que, on pourrait dire au Moyen Âge, la distinction animaux fantastiques, animaux réels, elle est fine, hein. Il y a des licornes dans le texte original de la Bible, donc partant de là, beaucoup de fantasmes sont possibles. Mais là, on peut quand même noter qu'il y a beaucoup d'hybrides un peu inquiétants. On peut se demander même si... un peu de laser. La main ici, c'est pas une main quasiment humaine. Il y a un animal avec une couronne. Il y a ici, j'ai pu bénéficier de l'aide grâce à la magie de Twitter et des rencontres de Fabienne Galère qui m'a dit mais ça, je reconnais ça. C'est un scorpion du zodiaque, regarde, il ressemble un peu à celui de la cathédrale de Chartres, qui a une très belle énergie au demeurant. Donc là aussi, l'animal, dans ce qu'il a de plus inquiétant, de plus démoniaque, de plus transformé peut-être. Je vous le précise pas parce que je pense que vous commencez à être un peu bon en la matière, mais c'est la lettre R, évidemment, qu'on a sous les yeux, là, dans ce drôle d'assemblage. On l'avait tous reconnu, pardon, c'est un peu tarte à la crème de le nommer, je vais arrêter. On est tous d'accord. Mais voilà, qui nous rappelle aussi tout le penchant inquiétant. Le S aussi, où cette fois, voilà, il y a des guenons, il y a des singes, ça s'embrasse, les lions embrassent peut-être d'autres animaux, et puis les singes, ils se tiennent en laisse. Donc là aussi, il y a déjà une première ambiguïté. Le singe, on le croise beaucoup dans l'art de la fin du Moyen-Âge, de la Renaissance. On peut penser aux singes de Bruegel, par exemple, une très belle peinture de singes, et qui sont effectivement souvent attachés, les singes, dans les images. Les singes de Dürer aussi sont souvent attachés. Les singes, c'est souvent une espèce de copie inversée de l'homme, ou de copie un peu inquiétante, un peu plus sauvage, un peu plus sexuelle aussi. Donc voilà, il faut quand même le tenir en laisse, il faut quand même la retenir, cette nature un peu inquiétante. Sauf que là, tout est encore plus renversé qu'il l'était déjà, puisque c'est une espèce de guenon qui tient une espèce de singe en laisse. Bon, en tout cas, c'est un beau S, plein d'entrelacements de queue et de laisse. Ici aussi, très curieux, là, le F avec un dragon. Le F comme Faribol, voilà, qui a un dragon comme une espèce de pendentif. Donc là, on se demande si finalement on nous mène pas en bateau depuis le début, que tout ça n'est pas une histoire d'orfèvrerie. Finalement, c'est peut-être juste des modèles d'orfèvre. Peut-être qu'il a fait des colliers en forme de lettres, ou que cette influence-là, on l'a un peu trop mise sous le tapis. Mais là, voilà, une drôle de rencontre de différents hybrides. Et puis évidemment, le Z, qui est tellement bien qu'on n'a même pas envie d'en parler. Hein. Il se passe de commentaires. Il y a un lion, il y a un truc avec des oreilles un peu crantées. Ils s'embrassent et ça fait un Z. Et c'est super, super. Donc voilà sur nos petites collections d'animaux dans les lettres.
Et petit clin d'œil, petit rappel que j'ai croisé aussi chez notre ami Alexander Wurst, c'est le portail sud de la cathédrale de Strasbourg. Et on a le tentateur et les vierges folles, donc une belle équipe. Et le tentateur, dans son dos, on voit qu'il y a justement plein d'animaux qui peuvent rappeler notre lettre la plus inquiétante, la lettre R. Voilà, toute cette présence un peu démoniaque, des animaux un peu humides. Voilà, il y a peut-être lieu de se méfier. Et en même temps, cette présence des animaux, quoi qu'elle veuille dire théologiquement parlant, elle témoigne aussi d'un goût du dessinateur, du maître S, de représenter toutes ces bestioles. Il ne faut pas le négliger non plus. La personnalité du maître S, elle vient s'ajouter à toutes les couches d'interprétation. Il y aurait la couche médiévale, il y aurait la couche Renaissance, mais il y a aussi la singularité de ce bonhomme. Et vous allez voir qu'il y a des choses chez le maître S qu'on croise un peu chez personne d'autre. Hein. Il a ces petits trucs à lui. Alors la deuxième catégorie, quand j'essaye de ranger un peu mes lettres, qui apparaît assez évidente, c'est les saints. Mais vu que j'ai joué à faire des paires, j'ai mis les saints et les païens. Et les saints, il n'y en a pas beaucoup. Déjà, on peut constater ça. Tiens, dans ces 23 lettres, finalement, on va en croiser que 4. Donc, Sainte Marguerite, et a priori, l'interprétation la plus plausible, c'est que ce drôle de bonhomme en costume d'oriental, souvent le costume d'oriental, ça rime un peu avec païen, c'est presque parfois des Turcs, on ne sait pas exactement, en tout cas, c'est l'étranger. Ce serait Olybrius, l'homme qui a voulu épouser Marguerite. Évidemment, Marguerite résiste, évidemment, il finit par la tuer, les histoires de martyrs, ça finit comme ça, mais surtout, Marguerite, elle est connue pour être sortie du ventre d'un dragon, et ça, ce serait la bestiole qu'on trouve à ses pieds. Elle a un peu vaincu le dragon. Alors, est-ce que Olybrius est en train de lui voler sa couronne? Est-ce que le fait qu'il ait l'air d'être en train d'enlever son chapeau a une signification sexuelle? C'est des choses que j'ai pu lire à droite à gauche. On en fera ce qu'on veut. On croise aussi Baptiste, Jean-Baptiste, le cousin du petit Jésus, qui baptise des gens dans le désert. Ici aussi, on a une présence qui est importante. C'est peut-être la seule fois où on le croise vraiment physiquement dans l'alphabet du maître S, et pourtant, ça compte. Il y a un livre, et c'est un objet, quand on parle de lettres, qui a du poids. Et quand on parle de cette époque-là aussi, hein, il nous parle peut-être de ce livre un peu sacré, des Écritures saintes, et du rapport peut-être du tout venant des gens avec ce texte, puisque là, vraiment, Jean-Baptiste pointe à la fois l'agneau et le livre qui tient dans ses mains. Il faut savoir que c'est une époque où il y a quand même un appétit du livre, les gens commencent à lire un petit peu, beaucoup de gens commencent à lire, il y a un goût du livre. C'est notamment quelque chose qu'on peut découvrir plus tard dans le livre Le fromage et les vers de... C'est soudain le trou, le fromage et les vers. Qui a écrit Le fromage et les vers? Eh oui, j'ai entendu des bouts, mais dites-le en chœur, sinon c'est mélangé. Il y avait Carlos Ginzburg. Ah, c'est bon, Carlos Ginzburg, évidemment. Et qui nous parle d'un meunier, donc un peu plus tard, hein, mais qui s'avère, donc c'est vraiment des documents d'époque d'un procès d'un meunier. Et de ces documents, on découvre que un meunier dans un village, il en avait lu des bouquins. Il y en avait qui étaient passés entre ses mains. Il y avait un appétit de ça, un appétit presque inquiétant. Hein. On sait aussi que la Renaissance, ça va être l'époque de trouble, parce que d'un coup, il y a beaucoup de gens qui se mettent à la lire, la Bible, et à se dire que tout ça n'est pas forcément très cohérent avec ce qu'ils peuvent observer. Et puis déjà, il y a toujours une petite présence un peu inquiétante en dessous, là, cette espèce de petit bonhomme pas très sympathique a priori, est-ce qu'il va mordre les pieds de Jean-Baptiste? Ça se fait pas, mais voilà, il est bien parti pour. On peut noter aussi la tenue un peu poilue de Jean-Baptiste, hein, c'est son truc, il est vêtu de peau d'animal, il a vécu dans le désert. Mais peut-être la dernière chose qui résiste... Bon, il y a plein de trucs qui résistent à l'interprétation. Qu'est-ce qu'il fait cet ange là? Est-ce qu'il est en train de baptiser cet homme, ou il lui prend la tête? On ne sait pas bien. En plus, il a des oiseaux posés sur lui. Et puis, il y a ce drôle d'objet là, un peu phallique, faut quand même le dire. Hein. C'est un couteau a priori, mais sans lame. Voilà, ça aussi, il a laissé les différentes personnes à qui j'ai soumis l'alphabet un peu circonspectes. Donc, je suis ouvert, hein, aux propositions, aux interprétations X et Y. Je compte sur vous si vous pouvez nous aider à avancer un peu dans nos hypothèses sur ce drôle d'alphabet. On croise Christophe, un saint très fameux aussi de l'époque, qui aurait porté le petit Jésus sur son dos pour traverser une rivière, et puis sentant le poids du petit Jésus de plus en plus énorme, il aurait quasiment porté le monde sur ses épaules. C'est peut-être un cousin d'Atlas, et il est souvent présenté avec un moine dans le fond de l'image qui lui servirait de conseiller. Et vous allez voir que les moines... ils s'en sortent pas toujours très bien dans l'alphabet du maître S. Pour l'instant, celui-là, ça va, mais on pourra noter que quand même, Christophe se détourne du moine. Le petit Jésus pointe la direction opposée du moine, et la bougie du même moine est éteinte. Et le moine a un très joli petit chat à ses pieds aussi, ça quand même, on va le relever.
Et on a ces cannes. Moi, ces cannes, elles m'obsèdent un peu parce qu'on en a pas mal. Et il y a une lettre qui me résiste particulièrement avec une canne qui ressemble un peu à ça. Donc gardez-la en tête, celle-là, on va la revoir. Et on finit avec Saint-Georges, a priori, qui est en train de terrasser le dragon devant une princesse qui se fait couronner. Elle est très bizarre, cette lettre, elle est bizarre plastiquement. Je la trouve assez différente des autres. Elle a une trame, un niveau de gris qui n'est pas pareil. C'est dur de la faire marcher avec toute la bande. Mais à nouveau, on retrouve qu'est-ce que c'est que cette lance bizarre là, Georges, tu l'as cassée ta lance ou qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a un petit mystère là. Et la figure de la bagarre, des gens écrasés, on va la recroiser beaucoup, mais de manière beaucoup moins positive. Peut-être que Georges, il arrive à la fin de l'alphabet et vient nous dire qu'il y a aussi des combats justes, les combats contre le mal absolu, le vilain dragon qu'on écrase, et qui est d'autant plus révéré que voilà, ici on a peut-être la princesse qui a sauvé Georges, mais peut-être aussi la Vierge Marie qui se fait couronner. Ça aussi, il y a un petit lieu à investir. Peut-être les deux, parfois les deux sens se chevauchent. Hein, c'est facile quand on interprète des images médiévales et hop, on peut tout superposer, dire ouais, c'est Judith, c'est Salomé. Et puis donc après, passer le plaisir de ces finalement voilà, 4 saints sur 23, hein, pas un énorme score. Le reste, c'est des animaux et aussi des païens, je vous l'ai dit, et surtout des païens un peu écrasés, dominés par les animaux. Hein. Là, cet homme, il a l'air d'être un peu soumis au monde animal. On retrouve ces vêtements qui évoqueraient un peu un monde oriental. Et bon, il a aussi un joli petit chien apprivoisé. Puis à nouveau, cet enchevêtrement de figures, hein, un peu sauvage, un peu inquiétant. Et ça, c'est un motif qu'on va retrouver plusieurs fois. Donc, je ne vous l'ai pas dit, c'était le A qu'on vient de voir. Ici, c'est le E, avec là, carrément, une interaction un peu trouble entre deux chiens qui sont en train de se partager un chat. Alors, est-ce qu'ils sont en train de le dévorer? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la copulation? À nouveau, on peut tout prendre. Mais en tout cas, on a un homme qui se laisse un peu dominer par le monde animal, qui a l'air un peu indifférent, qui regarde encore une fois un peu ailleurs. Voilà, en F aussi, finalement un motif assez proche avec cet oriental qui supporterait une tribu de bestioles. Et puis parfois il y a de la bagarre aussi chez les païens quand même, parce que c'est des gens sauvages qui se tapent dessus dans tous les sens. Donc il n'y a pas que des animaux, il y a aussi des petites armures, des épées, des lances. Et peut-être premier indice d'un motif qu'on va beaucoup retrouver, c'est que cet homme-là, c'est discret, hein, ils font pas des trucs tape à l'œil les artistes de l'époque, c'est pas sympa, mais il a quand même mis ses flèches dans le mauvais sens. Donc il y a déjà un premier petit indice qu'il y a un truc qui va peut-être pas tout à fait dans la bonne direction. Dans un carquois, normalement, ces flèches, on les met autrement. Mais voilà, là d'un coup, ça s'agite plus. Ces fameuses dévorations des animaux, on les retrouve un peu aussi entre les humains, mais surtout entre les païens, mais pas tous les humains. Et puis, si je parle des païens, je suis évidemment obligé de parler des hommes sauvages, hein, des voisins lointains de Jean-Baptiste peut-être, puisque eux aussi, ils sont vêtus de peau animale. Et en même temps, eux aussi sont épris de bagarre. Là, on n'est pas forcément chez les saints. Et ça correspond à une vision de l'époque très répandue et assez belle et qu'on partage aujourd'hui. C'est celle d'un retour un peu fantasmé à la nature. Il y a des très beaux poètes venus d'Allemagne qui nous parlent de ça, de la complainte de l'homme sauvage sur le monde corrompu et des artistes, des penseurs qui fantasment un peu un retour à la nature, des taureaux avant l'heure. Parce que, voilà, à défaut d'être parfait, le monde naturel, il s'approche peut-être de ce qu'on a appelé à l'époque l'âge d'argent, l'âge d'après la chute, certes. Donc la chute, évidemment, c'est le désordre, il n'y a rien qui va, on a mangé la pomme et à partir de là, voilà, on n'est plus copains avec les animaux, on se met même à manger avec les animaux, puis les animaux deviennent plus sauvages, deviennent plus inquiétants. Et puis il y a Caïn qui tue Abel, donc c'est un monde violent. Mais quand même, on est un peu plus proche d'Adam et Ève, on est un peu plus dans un monde qui pourrait s'approcher d'une certaine pureté adamique. Donc l'homme sauvage, il est partagé entre tout ça. Il est un peu sympa, il peut nous faire rêver. En même temps, il est sauvage, il est un peu inquiétant. Et là, en l'occurrence, la bagarre est de mise. J'ai lu une interprétation qui parlait de ce bouclier en forme de livre. Pourquoi pas? En même temps, c'est des formes de boucliers qu'effectivement j'ai croisées par ailleurs, donc ça me semble peut-être pas si prégnant. Et puis là, faites vos jeux. Est-ce que c'est un renard? Est-ce que c'est un lièvre? Je laisse ça à votre discrétion. Et puis parmi les personnages qui ont quand même quelque chose du paganisme, on a les musiciens de la lettre X, voilà, qui jouent tous des instruments de musique d'autant plus inquiétants qu'ils ne sont pas facilement réglables. C'est pas forcément des instruments avec beaucoup de notes, donc déjà ça nous éloigne d'autant plus du divin. Et puis la musique n'était pas très bien vue, hein, si vous l'avez en tête. Dans le volet du Jardin des Délices qui s'appelle l'Enfer, il y a beaucoup d'instruments de musique, hein, donc Jérôme Bosch nous signale que
la musique, c'était pas très bien vu, sûrement pas la musique itinérante. On peut aussi penser à la Sainte Cécile de Raphaël, une peinture où une femme, une sainte, piétine plein d'instruments de musique, et finalement la seule musique qui vaille, c'est la musique divine, ou à la rigueur on accepte l'orgue. Là, au contraire, c'est des itinérants, c'est des gens du peuple, ces musiciens. Il y en a même un, si on regarde ses pieds, il a perdu ses semelles tellement il manque d'argent. Et puis, comble de l'horreur, ils ont des bourses, hein, ils jouent, pour gagner de l'argent. Donc, vraiment, ils pervertissent tous ces gens-là. Mais ils forment une sympathique petite bande. C'est aussi un peu des acrobates, vu leur configuration. Ensuite, on arrive à une autre compagnie, celle des moines, et puis aussi des amants. Vous allez voir qu'à nouveau, ça se télescope un petit peu. Avec la lettre G, très sympathique lettre G, où voilà, on a des moines et aussi des femmes un peu religieuses. Comme ça, on a une chouette, pardon, qui serait donc un personnage un peu inquiétant, qui peut avoir quelque chose de sexuel. Moi, j'ai appris que laisser s'envoler sa chouette à l'époque, ça voulait dire perdre sa virginité, mais c'est aussi voilà, se détourner de la foi. Enfin, pareil, la chouette, on peut mettre plein d'interprétations. Et puis bon, on a ce monsieur qui est quand même cul nu, hein, voilà, on est obligé de le dire, ces dames qui se montent dessus. Et puis un motif un peu curieux qui se passe là, dans ce singe qui nous présente lui aussi son anatomie assez généreusement. On retrouve les animaux sauvages, hein, le singe le chien en train de dévorer son os, et puis déjà que les singes, on avait dit que c'était quelque chose d'un peu sauvage, mais là un singe qui joue de la musique, avec ce qu'on vient de voir, on se dit que c'est vraiment le pire de la débauche. Mais alors qu'est-ce qu'il tient dans ses mains, ce singe? Eh ben, il tient la même chose qu'on voit ici, c'est des braies. En fait, il tient la culotte de quelqu'un. Là, ici, on voit que c'est peut-être la bataille pour la culotte. C'est la femme qui veut porter la culotte. Donc, est-ce qu'il se passe aussi une espèce de guerre de genre? Est-ce que le monde est tellement inversé que c'est carrément le singe qui a récupéré la culotte, que c'était attribué les religieuses? On ne sait pas bien. En tout cas, il se passe des choses un peu sombres. Nous, aujourd'hui, on ne sait pas comment les voir. Ces images, on les trouve un peu obscènes, un peu presque inquiétantes. Le N aussi, encore une fois, les moines ne sont pas forcément hyper bien traités, hein. Là aussi, il y a peut-être des jeux sexuels un peu inquiétants. Ça peut rappeler ce qu'à l'époque on appelait le lait d'Aristote, puisqu'on avait un conte médiéval qui voulait que Aristote se soit fait un peu posséder par une femme qui serait montée sur son dos et l'aurait chevauché, la fameuse Phyllis. Donc là, est-ce qu'on a une réminiscence de ça avec ce drôle de personnage qui a quatre pattes, mais aussi sur le point a priori de se faire fouetter, on va pas se mentir. Voilà, il s'en passe des choses. Peut-être aussi qu'on peut se calmer sur les interprétations scabreuses et se rappeler que, et si c'était les cinq sens, hein, et si c'était la vue, ici avec ce grelot, on aurait un peu l'ouïe. Là, c'est un urinal, donc a priori c'est de l'urine qu'il est en train de verser sur son camarade, donc on serait peut-être sur de l'odorat par exemple. Et là, avec cet aigle qui picore la langue de notre ami, est-ce que ce serait pas le goût qui s'invite là? Voilà, on aime bien ranger les choses, là d'un coup dire si c'est les cinq sens ça va. Mais en même temps, c'est un peu la fête quand même, hein, on va pas se mentir. Les moines, je vous l'ai dit, ils en prennent un peu pour leur grade dans l'alphabet du maître S. Et on bascule chez les fous, mais vous voyez qu'il y a une connivence entre le fou et le moine, hein. Ils partagent notamment la même coupe de cheveux. Donc il y a un doute, hein. Déjà les moines d'avant, ils avaient des grelots, donc on pouvait se poser des questions un peu sur leur précision. Et ici, cette fois, c'est la parade amoureuse qui se joue, peut-être le triangle amoureux, hein, ou peut-être simplement le fou qui rigole de voir le jeune se faire un peu embarquer dans une sale histoire avec tous ces animaux en dessous. Voilà, elle est très inquiétante cette femme, mais au moins elle cache un peu sa nudité. Et puis, voilà, est-ce qu'elle va séduire ce malheureux jeune homme au beau chapeau? Est-ce que tous ces animaux au-dessus nous parlent aussi de ses sens un peu lâchés? Et puis ici, là, on a encore beaucoup de rapports tactiles, hein. Le fou, ça c'est un geste qu'on retrouve beaucoup, hein, le fait d'enfoncer son doigt dans sa bouche chez le fou. Est-ce que déjà, comme aujourd'hui, il aurait une connotation un peu sexuelle? On peut le craindre. Et puis le B, très sympathique le B aussi, parce qu'à nouveau, il y a une histoire de séduction, il y a peut-être une histoire de pouvoir, puisque madame est plus grande que monsieur. Et ce qu'elle tient ici, cet objet bizarre, a priori, merci Pierre-Olivier Dittmar, c'est un griffoir, un objet qui servait à la fauconnerie, à énerver un peu les animaux. Et la fauconnerie, la chasse de manière générale, ça a beaucoup servi de métaphore au jeu amoureux. Et il y a aussi une autre chose que j'ai pu remarquer à travers mes lectures, c'est que elle a une robe un peu bizarre. Vous avez vu, elle a ce motif là, elle en a une espèce de collection là de ces formes que j'ai vu interpréter une fois comme des queues de renard. Alors je sais pas trop, est-ce qu'on pourrait y voir des queues de renard? Mais ce que je remarque, c'est que le monsieur là, il en a une paire. Donc est-ce qu'elle collectionne les paires des messieurs et elle les accroche à sa robe?
c'est une hypothèse qu'il ne faut pas négliger. Donc quand même, maintenant qu'on a passé les émois un peu sensuels, va aussi y avoir de la violence, hein. Décidément, il y en a pour tous les goûts dans l'alphabet du maître S, et notamment cette lettre. Alors je m'excuse par avance, je pense que vous en êtes rendu compte, c'est la seule lettre qui est très dure à trouver. Donc là, vous avez identifié, c'est une copie de Cécile Reims du XXe siècle. Effectivement, vous m'avez eu. Donc la lettre L. Et le L, moi, il me fascine beaucoup parce que bah, y a un petit bonhomme qui se fait écraser quand même, et surtout, il se fait écraser par une construction un peu inhumaine. L'homme comme le cheval ont complètement disparu sous leur armure, sous leur carapace. Et elle est assez frappante pour ça, cette lettre, cette image. Alors j'ai aussi lu parfois qu'on pouvait voir cette petite plume là comme une plume, celle d'un outil de travail, un outil de dessin. Décidément, on a des lances qui ressemblent à des cannes, des épées qui ressemblent à des plumes. On est un peu perdu. En tout cas, elle me fascine pas mal. Puis elle nous parle aussi d'un pauvre homme qui se fait écraser quand même, qui se fait écraser par un cheval tout en apparat. Un pauvre homme en guenille qui nous offre aussi à voir une partie de son anatomie. Donc ouais, il est peut-être pas tout rose ce bonhomme avec son chapeau à poil qu'on va retrouver un peu d'ailleurs ce chapeau, si je dis pas de bêtises, dans la lettre suivante, dans la lettre Q, une espèce de scène de tournoi où on retrouve le symbole de l'empire germanique, hein, l'aigle à deux têtes. Et voilà, là aussi il y a de la violence non seulement entre les hommes, mais sous eux, hein, puisque chacun, alors voilà, est-ce que c'est les pages, les accompagnants, en tout cas il y a des hommes ici qui se font violenter, ils se font même violenter presque par les animaux hein, qui viennent les picorer. Mais voilà, ça nous parle aussi des violents qui l'emportent, hein, ça c'est une formule de Matthieu, si je ne dis pas de bêtises, et ce sont les violents qui l'emportent. Très beau texte de Flannery O'Connor, au demeurant. Et voilà, là, il y a de la violence et ils essayent de se défendre comme ils peuvent, c'est malheureux, et en même temps, ils sont un peu souriants, ils sont peut-être un peu inquiétants. Et puis, on termine avec la lettre qui coince, la lettre qui me résiste, la lettre que je vais vous soumettre, peut-être qu'enfin, on va réussir à débloquer le mystère du H, parce que vraiment, le H, bah, c'est comme tout le reste, au début il a l'air de rien, mais plus on le regarde, plus on est intrigué, on se dit bah, c'est quoi, pourquoi il y a un mec qui porte un caillou, moi j'ai jamais vu ça, un type qui porte un caillou, et puis qu'est-ce qu'il fait là, ce petit bonhomme, pourquoi il y a un bonhomme qui marche, mais pourquoi il y a un couteau avec deux couteaux là en plus, non mais pourquoi le chien il mord le collier de l'autre chien, il l'a carrément coincé dans sa gueule, et puis c'est qui lui, et puis en fait là j'avoue que je reste un peu intrigué, donc on peut remonter à l'alphabet de De Grassi, qui est pas très clair, on ne sait même pas s'il tient vraiment un caillou, mais en tout cas c'est comme ça que l'a interprété Maître S. Donc là, aux dernières nouvelles, j'ai envoyé ça à un autre chercheur que je connais bien, qui gère le site Artifex Inopéré, qui avait plein d'hypothèses très séduisantes. Il m'a parlé de Sisyphe, c'est vrai, après tout, un homme qui porte un caillou, ça pourrait être Sisyphe. En même temps, on n'en a pas croisé beaucoup des personnages mythologiques dans notre alphabet, donc pourquoi d'un coup il y aurait Sisyphe qui viendrait dans l'équation, on ne sait pas bien. Alors est-ce que c'est Atlas, peut-être, qui l'écrase, qui serait présenté comme un enfant, là aussi, je suis pas sûr. Mais il m'a fait remarquer hein, le chien qui mange l'anneau, le couteau qui est enfoncé dans la bourse qui vient la crever aussi, un autre détail un peu bizarre. Et puis moi, il y a vraiment cette canne enfoncée presque dans l'oreille du petit bonhomme. Alors je sais pas, à un moment je me suis demandé si c'était pas un espèce de cornet démesuré comme a le professeur Tournesol ou un truc comme ça. Et puis d'un coup il m'a dit ouais, et puis ça pourrait être les trois âges de l'homme aussi, un enfant qui est écrasé par son père, qui est lui-même écrasé un peu par son grand-père. Il y a aussi cette piste-là. Voilà, on voit que de toute façon on est un peu limité, donc on joue avec nos interprétations, on joue avec les limites. Je ne sais pas si vous avez des hypothèses, vous, sur ce drôle d'assemblage. Peut-être que ce grand couteau, ce serait une pierre à aiguiser, et que du coup, elle permettrait d'aiguiser le petit couteau. Bon, mystère. Mais heureusement qu'il reste un peu de mystère, heureusement qu'on ne peut pas tout expliquer. Ça nous laisse des espaces de liberté, des espaces dans lesquels on peut mettre toutes nos idées, toutes nos folies. Puis il y en a eu plein des espaces comme ça dans les lettres qu'on a déjà croisées. Donc cet alphabet, ah oui, il faut qu'on en parle quand même. Il faut qu'on en parle. Je me fais surprendre par mes propres slides, mais j'ai essayé de l'esquiver jusque-là, mais quand même, on a une présence bien louche de pénis chez le maître S. Et ça, c'est une pièce à mettre au dossier. Là, on peut se questionner parce que vraiment, même en enluminure, à la rigueur, on verra des culs, peut-être, ça arrive, des personnages qui montent leurs fesses, ok. Mais alors, ouais, les pénis, là, c'est vraiment son truc, le maître S. Hein. C'est vraiment, c'est un peu sa petite touche à lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut l'interpréter? Bon, il y a plein d'hypothèses. Je lisais dans l'essai d'Alexander Wurst, il nous parle d'une histoire parce que, en fait, les textes sont beaucoup plus violents que les images à l'époque. Hein. Il y a vraiment, ça secoue beaucoup plus. Et il y a un personnage qui représente bien l'imaginaire de la fin du Moyen-Âge, c'est un certain Marcolphus. J'en ai une représentation ici, mais qui
qui est un peu dégradante. Peut-être que déjà à l'époque, il était trop dangereux, Marcolfus, il fallait le faire passer pour un personnage un peu affreux avec sa compagne Bolicana. Mais Marcolfus, c'est un personnage dont on raconte plein d'histoires au Moyen-Âge, et son grand truc à Marcolfus, c'est que bah, il n'arrête pas d'arnaquer le roi Salomon. Le roi Salomon, il est censé être super sage, super noble, il est dans la Bible, il est super sérieux, et il y a un paysan qui passe son temps à lui retourner la tête, à le piéger, à l'arnaquer. C'est vraiment un équivalent de ce personnage que certains fans d'histoire ont identifié comme le trickster, un peu comme Loki dans la mythologie nordique. Voilà, le petit malin, quoi, celui qui est un homme du peuple, un homme un peu sale et tout ça, mais qui arrive toujours à tirer son épingle du jeu et à arnaquer tout le monde. Et il y a, parmi les nombreuses histoires de Marcolfus, il y en a une où il a énervé le roi Salomon, il s'est fait chasser, le roi Salomon lui a dit « je veux plus voir ta tête ». Et donc, bon, il y a plein de péripéties, mais il finit par dormir dans un four, et quand le roi Salomon, qui voit des traces de pas bizarres, parce que Marcolfus a marché dans la neige avec des pattes d'animaux, donc le roi Salomon se dit « voilà, c'est quoi cette bestiole, je vais la chasser ». Donc déjà, il passe un peu pour un nul, le roi Salomon, et quand il ouvre le four, Marcolfus a retiré ses braies, là, les fameuses culottes qu'on a vu voler tout à l'heure, et plutôt que de tomber sur le visage de Marcolfus, il tombe sur le sexe de Marcolfus, qui forme une espèce de visage alternatif qui l'horrifie. Et vraiment, à lire le texte, on a le sentiment que c'est le pire truc qui peut arriver, quoi. C'est vraiment hyper déshonorant à l'époque de voir le sexe d'un homme. C'est insultant, quoi. C'est pas bien. Et donc, il va condamner Marcolfus à être pendu. Et Marcolfus va lui dire OK, mais à une seule condition. Il est bon négociateur. Il dit c'est moi qui vais choisir l'arbre. Et tout le reste de l'histoire, c'est Marcolfus et Salomon qui vont traverser le monde entier à la recherche de cet arbre qu'évidemment, ils ne trouveront jamais. Mais ça nous dit un peu que vraiment c'est le pire truc, quoi. Voir ça pour un homme médiéval, c'est terrible, quoi. Et c'est des objets qu'on croise aussi dans les tableaux. Vous savez, on a ce rapport aux mouches, on se demande un peu ce qu'elles font là, les mouches. Est-ce que c'est des trompe-l'œil? Est-ce que c'est des saletés? Qu'est-ce que ça vient raconter? Et en fait, une des pistes d'interprétation, c'est l'idée d'objets j'ai plus trouvé le mot, apotropaïques. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Donc des objets qui sont tellement mauvais qu'ils peuvent repousser le mal, en fait. Peut-être que c'est pour ça qu'il y aurait des personnages qui montent leurs fesses sur le bord des cathédrales et tout ça. C'est que c'est tellement insultant que ça peut être des repoussoirs. Et finalement, ça nous amène au thème un peu sous-jacent de tout ce monde de l'alphabet du maître S. C'est un monde un peu renversé. Là, on le trouve explicité dans cette gravure du maître du livre de raison, puisqu'on a un paysan qui a l'air de faire du hip-hop, qui a l'air de faire un petit numéro de danse, mais surtout, voilà, il est la tête à l'envers, il voit tout retourner, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, au point d'être devenu un motif. Il y a beaucoup de gravures très amusantes sur ce thème du monde inversé. Là, par exemple, qu'est-ce qui est inversé? C'est des lapins qui sont en train de cuisiner un chasseur et son petit chien. Hein, là, voilà. Tout fout le camp, ma bonne dame. Hein. Il y a les lapins qui mangent les chasseurs, vraiment, il n'y a rien qui va. Donc ça, c'est une gravure d'Israël Meckenheim, un des élèves potentiels du maître S. Et c'est une image qu'on retrouve beaucoup, elle a plein de variations jusqu'à proche de nous. Voilà, des gravures où on voit des oiseaux qui volent sous l'eau et des poissons qui volent dans le ciel. On le retrouve dans des chansons d'ailleurs. C'est un motif assez récurrent et qui nous parle du rapport de l'homme médiéval avec un monde un peu inversé, un peu inquiétant, mais qui serait au fond notre monde, celui de ce siècle. Au XVe siècle, on est plein d'inquiétudes et on se dit il n'y a rien qui va, ma bonne dame. Et donc on représente un monde où tout est inversé, mais comme pour le conjurer en fait. C'est ça que j'ai essayé de bricoler ces derniers jours. J'ai relu Images et transgressions au Moyen-Âge de Pierre-Olivier Dittmar, Gilles Bartholomé et Vincent Jolivet. Ils nous parlent beaucoup de ça, quoi, de qu'est-ce que c'est que ces images que nous, on trouve transgressives, que nous, on trouve inquiétantes et qui en fait existaient à la vue de tous. Et c'est peut-être ce à la vue de tous qui peut nous aider à comprendre qu'elles n'étaient pas si dangereuses, ces images, c'est qu'elles étaient partagées en fait. Si tout le monde voit le bonhomme qui monte ses fesses ou l'espèce de créature hybride qui est dans la stalle de la cathédrale, c'est pas grave, on peut tous la regarder et se dire ouais, c'est pas bien. On est tous d'accord pour dire que c'est pas bien. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas ce rapport-là avec les images aujourd'hui. On verra pas des images de la police qui nous montrent un meurtre et qui voilà, pour nous dire qu'un meurtre c'est pas bien, vont nous le montrer. Ça, on fait plus trop ça. On n'a plus ce rapport-là aux images, mais l'homme médiéval, il a ce genre d'interaction et les images inquiétantes produisent finalement leur non-résolution. On voit ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est donc tout ça aussi qui charge un peu peut-être tout le monde du maître S. Encore une fois, c'est subtil, c'est à l'image de ces flèches retournées dans le mauvais sens, mais ça témoigne de cette inquiétude qui peut se dégager de l'alphabet, mais qui l'était peut-être moins pour les gens de l'époque, les collectionneurs qui avaient toutes ces lettres.
Moi, ça me rappelle aussi, en bon fan de comics, le monde de Bizarro World, hein, une autre itération des mondes inversés, puisque Bizarro, c'est un clone raté de Superman qui vit sur une planète carrée où rien n'a de perfection. Et là, vous voyez, pour le 1er janvier, on fête la Saint-Valentin, le 14 février, c'est la nouvelle année. Et là, on voit Bizarro qui dit: Ah, il y a mon réveil matin qui s'est réveillé, c'est le moment d'aller se coucher. Voilà, en fait, c'est un motif qu'on a encore aujourd'hui. On n'en a pas terminé avec cette blague du monde inversé. Et d'ailleurs, pour parler un peu de ce fameux graveur là, Israel Meckenheim, vous voyez que bah, voilà, si le maître S s'est inspiré de Degrassi, il n'y avait pas de raison que Israel Meckenheim n'aille pas s'inspirer des modèles du maître S pour en faire sa propre petite variation, puisque là on a l'original et là on a une copie. Après tout, les gravures appellent déjà le multiple, hein, elles existent sous plein de formes ces lettres, donc Israel Meckenheim se l'est permis. Alors c'est pas le cas pour les autres lettres, mais là il s'est permis pour essayer peut-être de se planquer ou juste par rapidité de fabrication, il a renversé la lettre, hein, il a renversé le O. Et voilà, c'était rigolo de nommer ça en passant. Et donc, ayant découvert cet alphabet, j'ai eu envie d'en faire un petit objet, un petit livre. J'ai invité Pierre-Olivier Dittmar à venir me parler de ce rapport de l'homme du Moyen-Âge aux animaux, à ce monde inversé, puis à la lettre aussi, c'est des questions qu'il connaît bien, donc il m'a écrit une petite préface. Et puis je trouvais ça intéressant d'inviter aussi un typographe. Donc il y a mon ami Benjamin Dumont, Griffy, qui a produit aussi un petit texte où il parle du point de vue d'un typographe, de ses lettres, de tout ce qu'elles nous racontent. Et j'ai façonné un petit livre en Ardèche et je me dis que ça peut être intéressant de vous raconter un peu l'histoire de cette fabrication aussi. Elle nous parle voilà, de comment on peut bricoler des livres et comment on refait des livres avec ses lettres à notre sauce. Donc voilà à quoi ça ressemble à la fin, notre petit livre. Mais pour commencer, je suis allé l'imprimer dans une imprimerie en Ardèche chez mon ami Manuel Grand, qui a un petit atelier d'impression à Saint-Agrève, où il fait frais, mais il y a plein de machines géniales. Voilà, on a un petit aperçu, mais ça a beaucoup changé son atelier. Maintenant, il a même une machine pour coudre des livres. Et donc voilà, j'ai pris des petits morceaux de métal avec des lettres gothiques, hein. Ici, on retrouve le ES, vous le verrez ensuite sur la forme inspirée, imprimé. Je commence à perdre mes mots, hein, je commence à fatiguer, profitez-en. Et puis des petits liserés qu'on a utilisés pour le dos du livre. On a fait des petits photopolymères, donc voilà, des formes qu'on a pu ensuite ancrer qui représentent, j'ai choisi le A et le Z pour ouvrir et fermer mon livre. Et puis, allez, on va tout taquer tout ça et l'installer dans la Heidelberg. Mais avant, voilà, il fallait trouver la bonne nuance de gris. Donc on mélange les encres, on va chercher un peu qu'est-ce qui réagit le mieux au papier. On se salit un peu les mains. Et puis c'est parti, on l'a mis sur la Heidelberg. Alors attention, moment interaction, je tente un truc, mais histoire de voir quand même comment ça fait une Heidelberg. Voilà, hein, si vous ne l'aviez jamais vu en mouvement. Donc vous voyez, ça prend la feuille, ça l'aspire, ça la colle ici sur cette partie qui est ancrée par le rouleau qui fait ses petits allers-retours. Et puis la feuille imprimée est déposée sur la petite tablette. Et fun fact quand même, on va en parler aussi. Mais ici, vous avez ce drôle d'objet qui sert à éviter qu'on se prenne la barre dans la tête. Là, vous voyez, si on s'avance trop, là, on va être assommé. Et donc, il y a sûrement eu un moment le choix technique de se dire: oh là, bon, on a perdu assez d'ouvriers imprimeurs, on peut plus se le permettre. On va rajouter cette belle plaque reposoir. Donc voilà, une fois fini, on voit notre dos ici, notre petit ES en plomb gothique, ce petit gris argenté du meilleur effet. Et puis bon, après, c'est très artisanal. Ici, on a la macule. Je crois que c'est mon ami Benjamin Dumont qui l'a gardé. Donc on devine un peu le A, un peu là, il redevient une lettre un peu suggestive qu'on pourrait regarder des heures pour fantasmer, comme Léonard de Vinci nous invitait à le faire dans les taches d'humidité sur les murs. Là, on peut voir encore plein de choses. En tout cas, moi j'étais content, hein, l'impression elle sort bien, on le reconnaît ici, le Z sur le livre. Voilà, là on le voit à plat, et puis après, tout ça, on le fait un peu à la bonne franquette, à la main, donc on va plier nos 200 couvertures avec nos petits plioirs. Voilà, on est content, on va coller. À l'époque, il n'avait pas encore sa machine à coudre les livres, donc c'est du dos carré collé, on va les coller tous à la machine, toutes ces petites lettres imprimées, et tada, les voilà, ils sont là. Je les ai utilisés pour financer la nouvelle version du site que je vous montrerai peut-être pour clore notre petite balade. Donc j'aime bien les choses imprimées, j'aime bien faire revivre un peu tous ces objets du passé, essayer de trouver des moyens peut-être de les réinventer. J'avais aussi avant ça réalisé un petit livre sur un voyage d'Albrecht Dürer et sur tous les objets qu'il a achetés pendant son voyage. Voilà, aussi imprimé chez mon ami Manuel Grand, c'est chouette d'avoir un ami imprimeur.
Et puis, depuis, j'ai essayé différentes choses, donc je me suis dit que c'est rigolo de finir en vous racontant un peu ça, mes différents triomphes et échecs dans le monde de l'impression. J'ai notamment découvert cette gravure. Attendez, on est un peu serré, on va essayer de s'éloigner. Non, on est encore trop. Voilà, là on voit. Non, mais voilà, là on commence à avoir une petite idée. Mais ouais, là on voit. Mais il manque le. Voilà, voilà. Donc c'est l'arche de triomphe de l'empereur Maximilien. Voilà, l'empereur Maximilien qui avait une certaine idée de lui-même, apparemment. Il a engagé quelques graveurs à venir se mettre au boulot pour réaliser ce truc tout bête, hein. Ça fait à peine 3 mètres de haut, donc c'est pas très encombrant. Et d'ailleurs, du coup, je me suis dit, ah, mais c'est du noir et blanc, moi je peux l'imprimer avec ma machine. Donc, ouais, on peut. C'est une très mauvaise idée. C'est vraiment, ne faites pas ça, hein. Mais j'ai fait un fichier pour les gens qui le souhaitent, qui veulent imprimer chez eux l'Arche de Triomphe de Maximilien. Alors après, pensez-y, il faut avoir un mur de 3 mètres. En fait, voilà, c'est le détail qui tue. Et soyez un peu minutieux, là, il y a un morceau que je n'ai pas retrouvé. Mais je ne me suis pas arrêté en si bon chemin. J'ai découvert que, décidément, l'empereur Maximilien, il avait vraiment la grosse tête, parce que non qu'ont le temps, quand même, je vais les nommer, hein, de faire travailler Albrecht Dürer, Wolf Trott, Hans Springinklee, et Albrecht Aldorfer, et Jörg Kölderer. Eh ben, il a aussi fait travailler Hans Burkmer sur cette œuvre-là. Voilà, grossir un petit peu, donc c'est un char de triomphe, voilà, qui fait 84 mètres de long. Voilà. Bon. Alors ça, ils n'ont pas eu le temps de le finir, il manque peut-être des bouts, mais en le voyant, je me suis dit, mais il y a un truc à jouer quand même, il faut essayer de l'imprimer, ça, et j'ai pensé à un objet tout simple qui permet d'imprimer, après tout, des longs bandeaux. Donc c'est ce que j'ai ramené dans cette boîte, c'est pas un hamster. Alors, j'ai une première version qui est un peu trop grosse, c'était un peu triché, mais voilà, là où on voit un peu le char de triomphe, mais je vous laisserai voir, mais c'est pas marrant, là c'est trop grand encore, puis c'est pas du vrai ticket de caisse. Moi, ce qui m'amusait, c'était l'idée de me dire, mais peut-être je vais m'acheter une machine à ticket de caisse et quand je veux, je pourrais imprimer pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas de raison, hein. Voilà, des chars de triomphe, tout le monde a le droit d'avoir son petit char de triomphe, donc les voilà, on a des petits bouts. Alors c'est un peu fragile, c'est un premier essai, puis vous voyez, il faut que je le protège du soleil, parce que les tickets de caisse, le triomphe de Maximilien va pas durer longtemps si on le met au soleil. D'ailleurs, je vois, il commence déjà à s'effacer, mais vous pourrez venir juger après de à quoi ça ressemble, comment on peut se débrouiller. Est-ce une bonne idée de faire ça? Je ne saurais pas vous le dire non plus, mais ça existe. Je crois qu'à l'échelle du ticket de caisse, on arrive... je vais me bouger, je vais essayer de le... On arrive à 9 mètres, je crois. Parce que 84 mètres, on n'a pas des murs de 84 mètres, mais peut-être 9 mètres. Ouais, voilà, il commence un peu à dépasser pour encore plus de travail. C'est indispensable d'avoir ta chaussure à faire. Sinon, l'empereur Maximilien, il va venir voilà, il va être fâché, quoi. Il va se dire qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que ça? Et ouais, voilà, j'ai fait des petites photos de cette version-là. Donc vous pourrez venir regarder après un peu en détail tout ça. Ça fait des jolies images. J'aurais dû montrer ça, puis après faire le petit reveal de la boîte. Merde. Ce qui nous amène... qu'est-ce que j'ai mis ensuite? Et ben voilà, on arrive au bout. Ah si, ouais, j'ai passé... Ah oui, parce que là, on a un moment où mon ordi, il a un peu du mal parce que j'ai fait ça aussi. Je l'ai fait en numérique, cette typo, en fait. On peut écrire des textes avec, sauf que... les typographies, elles sont pas faites pour être si compliquées. Faut pas faire ça. Là, vous voyez, je peux le faire la démo en live. Vous allez voir, mon ordinateur va pas être content. Par exemple, je vais... voilà, déjà, vous voyez la lenteur. Parce que normalement, les lettres, c'est du vectoriel. Elles ont quelques points, quoi. On fait tac, 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 tac. Et voilà, on peut faire un i en 4 points. Là, il y a plein de petits dessins, il y a plein de subtilités. C'est un bonheur. Donc l'ordi, il est pas content. Mais vous voyez, par exemple, si je veux un O, je tape la lettre O. Alors il y a une petite latence, mais on va pas la relever, hein. Et voilà, et donc on peut jouer avec ça. Donc évidemment, j'ai dû bricoler un peu, inventer des lettres. Peut-être qu'il faudrait encore fignoler tout ça. J'ai fait des ponctuations aussi avec des petits oiseaux. Voilà, j'ai fio l'alphabet. Et voilà, pour terminer, qu'est-ce que je peux raconter encore? J'ai lu, peut-être il y a un passage qui m'a marqué. Là, je vais juste vous le lire. Je vais me planquer derrière un historien, comme ça, voilà, j'aurais plus à me justifier de toutes ces cochoncetés que je vous ai montrées là. Que je retrouve, puisqu'il nous parle très bien dans ce bouquin de transgression et de ce qui se joue là-dedans. Mais va-t-il trouver la page? Ah, hein, voilà, hein, les religions. J'ai réussi à la perdre. Malédiction. Peut-être que vous serez privé de lecture alors. Les maladies, j'avais tout.
Là voilà, j'ai dû faire un truc à la dernière minute qui a saboté la petite page que j'avais notée. Il nous dit un truc très beau, je vais devoir le faire de mémoire, comme ça j'aurai pas d'excuses. Ah voilà. L'écart entre le discours théologique et la pratique se répète partout dès qu'il est question de transgression. Ainsi, théologiquement, le mal n'est rien, mais l'usage des images de contre-modèles par l'Église le place de facto dans un rapport de symétrie avec le bien, okay, ils sont opposés, ils sont en symétrie, en caractérisant de la même manière les transgresseurs et les saints. Les procédés iconographiques tels que le franchissement de bordures leur donnent de visu un caractère d'exception qui les rassemble. Enfin, c'est ça qui m'a intéressé, la langue elle-même rend compte de cet écart. Le mot transgression est certes indissociablement lié au mal et à l'immoral, pour notre sens commun comme pour celui des clercs médiévaux. Mais à la même époque, dans la langue du droit coutumier français du XIIIe siècle, franchir est synonyme d'anoblir et se trouve positivement associé à des formes de liberté, la franchise, l'affranchi. Ce franchissement positif, une promotion sociale, contredit totalement le sens chrétien de la transgression, presque toujours réduit à sa dimension morale négative, le franchissement d'une frontière morale. Et je trouvais ça très beau de se rappeler que dans franchise, il y a franchir, qu'il y a cette idée de transgression, ça m'a beaucoup parlé, et je me suis dit qu'il était finalement très franc avec nous, peut-être un peu trop. Le maître S, il franchissait beaucoup d'interdits dans ses images, dans ses lettres, et c'est peut-être pour ça qu'elles m'ont tellement plu, elles m'ont tellement séduite. Et par ailleurs, vu que je les ai redessinés en vectoriel, le vectoriel, on peut le réimprimer à la table traçante. Donc là, vous pourrez venir voir aussi des petites lettres, des petites choses comme ça. J'ai aussi ramené des livres. Si ça vous intéresse, je peux vous les céder. Donc j'ai fait juste 2 grands I. J'étais un peu obsédé par le I. C'est des petits tests pour commencer. Mais voilà, pour parler de technique, la table traçante, vous en avez peut-être déjà vu. C'était ce qu'avaient les architectes autrefois. Avant les imprimantes, ça saisit un stylo, puis ça va suivre des coordonnées. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut faire l'échelle qu'on veut. Donc si vous préférez des petites lettres, voilà, un petit P de mon alphabet à remporter chez soi. Puis on peut choisir l'échelle qu'on veut. Voilà, je suis encore en train de chercher quoi faire avec tout ça. Mais on n'en a pas fini avec tout ce qui se cache derrière ces lettres et tout ce qu'elles nous obligent peut-être un peu. Et c'est ça qu'a fait mon ami Griffy dans son petit texte, à penser sur la lettre. Et de manière générale, c'est ce qu'il fait, de penser les lettres et d'essayer de les penser un peu plus qu'on le fait aujourd'hui, où on en fait des objets usuels, des objets qui doivent être neutres et dans lesquels on ne peut rien mettre. Et il faut les démasquer, les lettres. Il faut peut-être voir tout ce monde agissant, inquiétant qui se balade derrière, y compris dans les textes sacrés. Il y a du sauvage, il y a cette énergie-là, et ça s'incarne aussi un peu dans cet alphabet bien étrange. Et voilà, et je termine ici. Si vous avez des questions, évidemment, elles sont bienvenues. Si vous voulez qu'on aille se balader un peu sur la